Et si le tennis n'était pas seulement concurrencé, mais doucement remplacé, silencieusement, terrain par terrain, joueur par joueur? On ne parle pas ici d'un duel médiatique ou d'une bataille de chiffres, on parle d'une substitution physique, concrète, réelle, avec des clubs qui changent, des cours de tennis qui disparaissent, remplacés par des cages de paddle. Et si, dans 20 ans, le tennis n'était plus qu'un sport de spectacle? Un sport qu'on regarde à la télé, mais qu'on ne pratique plus. Cette idée, il y a 10 ans, elle aurait fait sourire. Aujourd'hui, elle inquiète. Parce que c'est plus une intuition, ce sont des faits. En Espagne, le paddle commence déjà à prendre le dessus. Aux États-Unis, le pickleball fait fureur. Et en France, les lignes bougent. Les clubs révisent leur offre et se transforment pour proposer du paddle. Et les pratiquants, eux, ne font pas de bruit, mais changent tout doucement de bord. Alors faut-il s'inquiéter? Est-ce une mode passagère ou est-ce le début d'un recul historique pour le tennis? Dans cette vidéo, on va poser les bonnes questions. Parce que ce qui joue ici dépasse le simple phénomène de mode. Alors, je pense qu'on n'est vraiment pas sur un effet de mode. Je sens vraiment que les gens, ils aiment, ils accrochent. Et en fait, je vois pas pourquoi, d'un coup, ils aimeraient plus. On ne parle plus seulement de paddle, de pickleball ou de squash. On parle d'un changement profond dans notre manière de vivre le sport, de le pratiquer, de l'aimer. Pourquoi ces nouveaux terrains attirent-ils autant? Pourquoi des joueurs passionnés qui ont grandi raquette à la main choisissent aujourd'hui autre chose? Par curiosité? Par confort? Par lassitude? Ou parce que quelque part, le tennis a cessé de leur parler? On va revenir sur les menaces que le tennis a déjà affrontées avec le badminton, le tennis de table, le squash, mais on va voir que cette fois, ça pourrait être bien différent. Mais surtout, on va écouter ceux qui ont changé de sport, et ceux qui ont résisté. Ceux qui, au milieu de cette mutation silencieuse, continuent de croire en la beauté d'un long échange et d'un passing en bout de course. Parce qu'au fond, comprendre ce qui est en train de se passer, c'est pas juste une affaire de statistiques, c'est une question de mémoire, et peut-être de survie. Le tennis a-t-il encore les armes pour lutter, ou a-t-il, sans s'en rendre compte, déjà commencé à céder sa place? Le paddle, le pickleball. Il y a encore 10 ans, ces mots n'évoquaient rien pour la majorité des fans de tennis. Aujourd'hui, ils sont partout. Sur les réseaux sociaux, dans les clubs et surtout dans les chiffres. Ce ne sont plus des alternatives, ce sont des raz-de-marée. Mais d'abord, posons les bases. Parce que pour comprendre pourquoi ces sports séduisent autant, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Le paddle d'abord. Le paddle, c'est un croisement entre le tennis et le squash. Ça se joue à 4, 2 contre 2, sur un terrain plus petit qu'un court de tennis, entouré de vitres. Oui, les murs font partie du jeu. On peut s'en servir pour renvoyer la balle, un peu comme au squash. Le service se fait à la cuillère et les raquettes sont pleines, sans cordage. Résultat, c'est plus intuitif, moins technique et beaucoup plus accessible. En Espagne, le paddle a littéralement dépassé le tennis. En 2022, on comptait plus de pratiquants de paddle que de tennis dans le pays. C'est devenu un sport de masse. Plus de 20 000 terrains, des clubs ouverts 24 heures sur 24, des tournois chaque week-end et une industrie structurée, puissante et désormais rentable. Je m'appelle Clément, aujourd'hui je suis joueur, créateur de contenu et coach de paddle. Mais avant ça, j'ai fait 17 ans de tennis. J'ai été jusqu'à moins de 6. J'ai fait un cursus universitaire aux États-Unis où en fait, c'est assez connu, mais j'ai reçu une bourse pour jouer dans une équipe de tennis aux États-Unis et ils finançaient mes études en échange. Aujourd'hui, je me retrouve, après 17 ans de tennis, à faire 100% du paddle. Voilà, mon club de tennis a mis à disposition 2 terrains de paddle et en fait, tout le monde s'est mis à jouer. J'ai essayé 1 fois, 2 fois et tout de suite, en fait, je trouve qu'on est assez piqué par ce sport. On sent qu'on progresse assez vite et donc je me suis dit: «Allez, c'est fun, et je me lance». Le pickleball, lui, vient des États-Unis. Il se joue aussi avec une raquette pleine sur un terrain encore plus petit que celui du paddle. La balle est trouée et en plastique dur, le filet est bas, on y joue souvent en double, et là encore, service à la cuillère, échange court, peu de déplacements, c'est un sport hybride entre le tennis de table et le badminton, mais à l'échelle humaine. Le pickleball, c'est facile à jouer, même à 60 ans, et fun dès les premières minutes. Aux États-Unis, le pickleball explose. C'est le sport à la croissance la plus rapide dans le pays. En quelques années, il est passé d'activité de quartier à phénomène national. On parle de millions de joueurs, de ligues professionnelles, et surtout de célébrités qui s'en mêlent. LeBron James, Tom Brady, tous ont investi dans des franchises de pickleball. Même John McEnroe et André Agassi. Du coup, Julien, j'ai 30 ans. Je joue au pickleball depuis post-Covid. On a commencé en 2021, par hasard, ensemble d'ailleurs. On a démarré tranquillement avec des tournois nationaux, les premiers tournois européens aussi.
Maintenant, ça commence à s'intensifier où justement, il y a eu la mise en place d'un circuit européen professionnel. Donc là, cette année, on fait pas mal de tournois. Moi, je tourne à peu près à une 15-25 tournois par an. En fait, on a essayé paddle et pickleball le même jour. Donc c'était nos premières fois le même jour. C'était vraiment pas mal, on a bien rigolé. On s'est amusé de suite, on a rigolé, on n'est jamais reparti du terrain derrière. Un terrain de pickleball, c'est les mêmes dimensions qu'un terrain de badminton. Donc c'est vraiment assez petit. Et en fait, il y a une zone de part et d'autre du filet qu'on appelle la zone de non-volée, où en fait, comme son nom l'indique, dans cette zone-là, on n'effectue pas de volée quand physiquement on s'y trouve. Tactiquement, rien à voir avec les autres sports de raquette. C'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, parce que vraiment le plan tactique est bien avant dans ce sport. Et la vague ne s'arrête pas aux frontières. En France, en Italie, en Scandinavie, partout où le tennis s'est installé, les lignes commencent à bouger. Les clubs de tennis se réinventent, ou plutôt se reconvertissent. Il faut savoir que des terrains de tennis sont rasés, réduits, divisés et transformés en cours de paddle. Pourquoi? Parce que comme l'avait expliqué Djokovic à Wimbledon en conférence de presse, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus rentable et ça se remplit vite car ça attire un public plus large. Donc là on se rend compte que c'est pas juste une expansion, c'est pas un phénomène en parallèle. Non, là c'est une substitution au tennis. Et ça change tout. C'est pas du tout un hasard si ces deux sports cartonnent, et c'est pas une mode sortie de nulle part. Ces deux sports sont une réponse claire, directe et assumée à tout ce que le tennis peut représenter de frustrant pour un joueur de tennis. Le paddle d'abord, c'est super simple, dès la première partie tu peux t'amuser, pas besoin d'apprendre à lifter, à slicer, à servir de différentes manières, même pas besoin de prendre des cours. Tu prends une raquette, 3 potes, tu rentres dans la cage et c'est parti, tu t'éclates. La balle revient tout le temps, tu joues en double et comme le terrain est petit et les murs te sauvent, t'as l'impression d'être pas trop mauvais, même quand tu débutes. C'est que je vois vraiment le côté loisir au paddle, surtout côté amateur, où par exemple, en fait, les gens ils vont faire une partie ensemble, mais après c'est pas fini, c'est pas chacun rentre chez soi. Moi, l'amateur type que j'imagine et que je vois au paddle, c'est ils font leur partie, ils se marrent pendant 1 h 30, ils sont hyper compétitifs, et après ils sont hyper contents de partager une bière au bar. Ça fait un peu partie du paddle, c'est l'expérience entière et pas juste sur le terrain, je dirais. Et le pickleball, c'est la version américaine de cette logique. Moins de mouvement, moins de puissance, mais une raquette simple, une balle légère, un terrain réduit et surtout un plaisir instantané. Le pickleball est accessible à tous les âges, du gamin de 8 ans à la retraitée de 68. Pas de gros risques de blessures, peu de contraintes physiques et un sport détente, comme un jeu de société mais debout. Et là où le tennis se vit souvent comme un face-à-face, ces sports se vivent en bande. C'est social, c'est vivant. Au paddle, tu joues à 4, tu parles entre les points, tu fais équipe, tu cries quand la balle tape la vitre, donc on est dans la réaction, l'interaction. Je pense que c'est aussi le côté moins seul. Tennis, on est vachement livré à nous-mêmes, et alors que là, il y a vraiment plus une notion de partage, je trouve. Dans le paddle, on se retrouve avec un partenaire. Ça peut être des amis, souvent des amis, et c'est des choses qu'au tennis, on joue l'un contre l'autre. Alors que là, on joue ensemble. Donc je trouve que dans la victoire, c'est génial, parce qu'on partage encore plus, on progresse vraiment vite, parce qu'on a des bases. Donc tout de suite, tu commences un nouveau sport et t'es pas nul. Alors qu'en général, quand on commence un sport, on doit apprendre plein de choses, ok, ça c'est dur, on va peut-être mettre du temps. Et alors que le paddle, c'est tout de suite, on peut te donner un conseil, tu l'as compris, tu l'intègres, et ça te fait progresser. Le pickleball, c'est pareil. Les clubs sont animés, ça bouge, c'est moins sérieux entre guillemets, et ça fait du bien. Parce que le tennis, il faut le dire, ça peut être lourd. Ses codes sont pas simples à apprivoiser pour tout le monde, par sa solitude et son rapport à la perfection. Un mauvais jour au tennis, et c'est une punition assurée. Un mauvais jour au paddle, ça reste un bon moment quand même. Et puis il y a le temps passé sur le terrain aussi. Au paddle, 45 minutes, 1 heure, c'est rapide, c'est efficace. Pas besoin de booker un terrain pendant 2 heures. Pas de manche interminable à 6-6. Pas de grosses pauses de sortie du cours, de coaching. Tu joues, tu rigoles et tu repars. Et dans un monde où le temps est rare, où tout est calibré, ces sports offrent un raccourci. Ils contournent la frustration et suppriment l'attente. Ils accélèrent le plaisir. Et c'est peut-être ça au fond leur plus grande force. Ils ne cherchent pas à remplacer le tennis sur son terrain. Ils redéfinissent ce que c'est que s'amuser avec une raquette. Je me suis beaucoup amusé sur les deux. Peut-être plus sur le pickleball, je dirais par rapport au toucher. Vraiment ce coup de poignet, et je vais plus retrouver dans le pickleball que dans le paddle. C'est ça vraiment qui m'a plu. C'est vrai que j'ai plus trouvé mon compte sur le pickleball, sur un jeu au final qui ressemble au tennis, on n'a pas de vitre derrière. Mais voilà, j'étais plus sur cet aspect-là. L'aspect de vitre, c'est vrai qu'au début, il est compliqué à prendre en main. Avec on laisse reculer, il faut avancer sur un smash. C'est vrai que c'est... Après, on le prend, je continue à jouer au paddle, donc il n'y a pas de souci.
Mais c'est vrai que le paddle, ouais, je le vois plus comme un amusement pour moi, personnellement. Et le pickle où je fais de la compétition et je vais chercher un peu plus de performance aussi. Alors c'est pas la première fois que le tennis voit surgir d'autres sports de raquette. C'est pas la première fois qu'on annonce sa fragilité, son essoufflement, son potentiel déclin. Depuis plus de 50 ans, il a croisé la route d'autres sports de raquette. Le squash, le badminton, le tennis de table, des sports rapides, dynamiques et spectaculaires, et des sports qui un jour ont semblé pouvoir inquiéter le géant. Le squash d'abord, le plus proche dans l'intensité, dans la posture et l'effort, il a connu un vrai boom dans les années 80 et 90. Partout dans les grandes villes, on a vu apparaître ces murs vitrés, ces boxes fermées, ces salles aux murs qui renvoient tout. Sport de cadre dynamique, de midi express, de compétition sauvage, le squash est violent, visuellement impressionnant et nécessite du cardio. Mais il est resté assez niche, trop physique pour le grand public, trop abrupt pour les débutants. On s'épuise vite et surtout il manque de visibilité. Peu d'images à la télé, pas présent au JO, pas de grands stades et trop peu de terrain. Donc le squash a tenté de se faire une place, mais trop de contraintes. Il a jamais grignoté le terrain du tennis. Le badminton, lui, c'est une autre trajectoire. Il a explosé en Asie, en Chine, en Indonésie, en Malaisie. Et là-bas, c'est une religion, un sport olympique avec des stars, des champions qui remplissent des arènes. Mais en Europe, en Amérique, le badminton a souffert d'une image scolaire, un sport d'EPS, un jeu sympa, mais jamais pris au sérieux. Pourtant, à haut niveau, c'est l'un des sports les plus intenses qui existent, mais cette intensité reste peu visible. Le badminton n'a pas franchi les barrières culturelles. Il s'est imposé là où il est né, mais il n'a pas menacé le tennis en Occident. Et enfin, on a le tennis de table, ou ping-pong selon l'approche. Il est joué partout dans le monde, dans les écoles, dans les garages, dans les jardins, donc c'est un sport universel, accessible et populaire. Mais il n'a jamais eu la posture statutaire du tennis. Il est resté dans l'univers du loisir ou de la compétition indoor. Il séduit mais ne fascine pas. Il ne remplace pas. Il ne transforme pas l'espace. Et c'est là que la différence se joue. Tous ces sports ont eu leurs heures, leur public, leur niche. Mais aucun n'a remplacé. Aucun n'a transformé des cours de tennis en autre chose. Le squash a tenté d'être le petit frère, le badminton a brillé à l'étranger, le tennis de table a conquis des familles. Je pense qu'en ce moment, c'est pour les amateurs le sport numéro 1 en termes le plus attractif, mais je mettrais derrière le tennis quand même. Donc je pense que c'est devant tous ces sports par contre, le tennis de table, le badminton, le squash, parce que en fait, moi j'adore jouer à tous ces sports. Mais je le verrai toujours comme des sports loisirs, même si je viens du tennis, je trouve que le tennis c'est le sport qui fait que t'es bon dans tous les autres sports de raquette. Mais moi personnellement, je le vois plus comme des sports loisirs. Le paddle et le pickleball, eux, font quelque chose de plus profond. Ils occupent, ils installent à la place du tennis. Et c'est ça la menace inédite. Le tennis n'est pas un sport figé, il a su évoluer, il a traversé les époques, les révolutions, les critiques. Il a résisté au format trop long, aux règles trop rigides et aux reproches d'ennui. Dans les années 70, on introduit le tie-break pour éviter les matchs sans fin. Dans les années 80, on change les raquettes, on passe du bois au graphite, on modifie les balles. Dans les années 2000, on accélère le jeu, on raccourcit les échanges et on crée un spectacle. Tout est pensé pour rendre le jeu plus fluide, plus lisible. Et ça a marché. Le tennis a survécu à la télévision, il a survécu à YouTube, aux réseaux sociaux, à Netflix, il a résisté au zapping, à l'ère des shorts, à la disparition des temps longs. Il a gardé son public et ses stades pleins. Il a même vu sa popularité monter en flèche avec le Big Three. Federer, Nadal, Djokovic, qui ont incarné une époque dorée, presque inégalable. Mais aujourd'hui, ce sont plus les spectateurs qui posent problème. Ce sont les joueurs, ou plutôt les non-joueurs, ceux qui ne viennent plus, ceux qui n'essaient même plus, ceux qui ont essayé et qui sont partis ailleurs. Parce que le tennis, pour un amateur, c'est long à apprendre, c'est long à maîtriser, et ça en devient frustrant. Au tennis, quand on n'a jamais pris une raquette de sa vie, c'est vraiment dur. Voilà, on se dit juste, je vais mettre la balle dans le terrain, quoi. Et de temps en temps, ça peut prendre du temps. Alors qu'au paddle, en fait, je pense que le terrain est plus petit et ce qui change énormément, c'est les vitres. Au tennis, quand la balle elle passe derrière toi, le point est fini. Alors qu'au paddle, en fait, limite, c'est presque mieux. C'est qu'il faut laisser passer la balle derrière toi et ça la ralentit et en fait, ça te donne du temps pour la jouer. Et ça, je pense que ça aide vachement les débutants qui se disent presque, j'ai une deuxième chance pour jouer la balle. Et du coup, ils se retrouvent très rapidement à... Voilà, le terrain est petit, les raquettes sont plus petites. Il n'y a pas ce cordage ou de la tension, tout ça. C'est juste, voilà, tu as une raquette, tu joues. Ça rend le sport vraiment plus facile, en tout cas au départ. Plus accessible, oui. Ça va Plus mieux. facile, peut-être pas. Alors,
Plus accessible pour un joueur débutant, ça je suis OK. Plus facile peut-être pour venir sur le terrain. L'aspect physique, par exemple, de courir sur un terrain de tennis qui fait X mètres, c'est peut-être plus physique pour quelqu'un qui n'y arrive plus, qui a mal au genou, tout ça. Par contre, techniquement, je dirais pas que c'est plus facile, il faut quand même le prendre en main. Enfin, nous, on passe des heures sur le terrain à s'entraîner. C'est comme au tennis, hein, on fait du panier, on envoie. Et donc, techniquement, c'est similaire. Donc, il va falloir s'entraîner pour performer. Plus accessible, certes, oui. Pour le grand public, c'est plus accessible. Personnellement, j'ai pas de catégorie de personnes, vraiment pour tout le monde. Vraiment tout le monde, ouais. Tout le monde peut y aller. Passer des sports de raquette ou pas, enfants, personnes plus âgées, toutes les tranches d'âge, vraiment tout le monde. Vraiment, il n'y a vraiment aucune restriction, c'est ça, je recommanderais vraiment à tout le monde. Même si vous êtes par exemple un gros joueur de tennis, un gros joueur de paddle, un gros joueur de squash, de badminton, et que vraiment vous ne jouerez pas votre sport, ce qui est très bien, ne soyez pas timide, soyez curieux, essayez. Franchement, tout le monde peut s'amuser, voilà. Tout le monde peut prendre du plaisir et se challenger s'il veut. Et ça, dans une société qui demande l'inverse, de la gratification immédiate, c'est plus possible. Et en face, le paddle et le pickleball font exactement l'inverse. Tu prends une raquette et tu joues, c'est immédiat, c'est simple. Et c'est là que le tennis entre dans une zone de turbulence plus profonde. C'est plus un problème d'image, c'est un problème de parcours utilisateur, d'expérience, de plaisir et de fidélisation. Alors la vraie question, c'est plus comment attirer plus de fans, c'est comment ne pas perdre ses joueurs. Et surtout, le tennis peut-il encore se réinventer ou est-il arrivé au bout de sa flexibilité? Parce que cette fois, c'est pas comme avant. Là, on parle de deux sports qui s'installent sur le terrain du tennis, physiquement. Un terrain de paddle, c'est plus petit, plus simple à construire, ça nécessite moins d'entretien. Et surtout, on a 4 joueurs au lieu de 2. Donc pour un club, c'est un rêve économique, plus de fréquentation, plus de rotation et moins de surface inutilisée. Là où un court de tennis coûte cher et peut rester vide plusieurs heures, plusieurs jours, un terrain de paddle, lui, tourne en boucle et ça change tout. Donc des terrains de tennis sont découpés, transformés. À leur place, on met des cages vitrées, des rectangles grillagés. Et c'est parti. Ça, personne ne le crie fort, mais on a une érosion lente, mais réelle. Une transformation silencieuse de l'espace, des clubs, de l'ADN même du sport. Et c'est pas une menace symbolique ou une guerre de popularité. Non, c'est une guerre d'infrastructure. Et ça, le tennis ne l'avait jamais connu auparavant. Ce sont pas des parts de marché qui s'effritent. Ce sont des mètres carrés, des surfaces, des lieux. Dans les grandes villes, dans les zones périurbaines, dans les clubs historiques, on développe plus tellement le tennis. On le réduit, on le segmente et on l'efface petit à petit. Parce que le modèle économique du paddle ou du pickleball est plus simple et parce qu'il parle à une génération qui veut jouer vite, sans contrainte, sans apprentissage. Et ce glissement-là, il fait pas de bruit, mais il va finir par devenir irréversible. Alors, je pense qu'on n'est vraiment pas sur un effet de mode. Je sens vraiment que les gens, ils aiment, ils accrochent. Et en fait, je vois pas pourquoi d'un coup ils aimeraient plus. Parce que bon, il y aura de plus en plus de terrain, tu pourras encore plus jouer, il va y avoir encore plus de joueurs. C'est pas quelque chose où, en tout cas, j'ai entendu personne me dire j'adore, à 3 mois après me dire ah bah finalement pas top. C'est à chaque fois qu'ils commencent à aimer, et bah ils s'arrêtent plus. Et il y a même des fous de paddle. Ils jouent 6-7 fois par semaine, c'est fou. Pour moi, la réponse est claire, ça va perdurer dans le temps. Beaucoup trop d'amusement. C'est aussi, il faut le dire, assez facile à mettre en place. Par exemple, pour un privé qui veut construire des terrains, pour une municipalité. Une mairie qui veut lancer une activité dans sa municipalité. Le coût est peu élevé aussi. Donc du scotch et un filet, 4 raquettes. Voilà, pour une initiation, ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est assez facile à mettre en place. Je pense que ça a son public, ça va perdurer, autant en compétition qu'en loisir. Je pense que c'est un sport plus ludique, plus accessible, où tu vas progresser vraiment très vite, tu vas prendre du plaisir, tu vas partager avec quelqu'un cette expérience. Et en plus, à la fin, tu partageras sûrement tout derrière une bière et tu vas découvrir la personne encore plus. C'est vraiment très amusant. La technique, donc ce côté technique que vous aimez au tennis, vous allez le retrouver au pickleball. Le côté social, comme je l'ai dit, vraiment très fun. Vous allez faire beaucoup d'échanges et c'est ça qu'on aime aussi. C'est très rapide, très dynamique. Et pour toutes ces raisons, je pense que si vous êtes aussi un petit peu curieux et curieuse, venez sur les terrains, 100 fois. Vous n'allez pas être déçus. Tout à l'heure, on parlait des sponsors. On a démarré en 2022 avec Diadem, qui est une marque américaine initialement, dont il y a une antenne en Europe. Nous, on est à titre personnel joueurs sponsorisés professionnels, donc on a un contrat avec eux. Et sur l'autre aspect, on est distributeur, enfin je suis distributeur en France, donc du coup, pour la partie tennis et pickleball, on a vraiment une gamme complète de matériel.
Notamment, vous pouvez aller voir Svitolina qui joue avec la dernière raquette Diadème, la Axis 98. On est sous contrat avec Diadème maintenant, ouais. On est sous contrat, voilà, dans la partie joueurs sponsorisés et dans la partie distribution en France. Le tennis a toujours été un sport d'adaptation lente, parce qu'il a une histoire, des traditions, des règles, des formats, une hiérarchie mondiale. Mais aujourd'hui, la question n'est plus doit-on moderniser un peu, mais plutôt comment ne pas décrocher totalement. L'ATP et la WTA ont déjà tenté des choses, des sets en cadre-jeu dans le Masters Next Gen, des super tie-break en double, en simple, des formats raccourcis dans certains tournois exhibitions, mais ces initiatives divisent. Les puristes crient à la trahison, et les nouveaux venus trouvent ça encore trop long, trop sérieux, trop codifié. Et au niveau des clubs, même inertie. Le tennis loisir est peu valorisé. Les formats fun sans classement sont rares. Tout tourne autour de la performance, du score, de la technique. Mais est-ce que ça parle vraiment aux jeunes? À ceux qui veulent juste venir taper la balle, transpirer et rigoler. Ça, le paddle l'a compris, et le pickleball l'a intégré. Le tennis, lui, reste souvent sur le schéma école. Compétition, classement, et parfois frustration. Alors peut-être que le tennis ne doit pas tout casser, mais il doit s'ouvrir à d'autres formats, à d'autres rythmes, et surtout à des gens qui ne veulent pas devenir bons, mais juste prendre du plaisir. Il y a deux écoles. La première, celle du complément, est rassurante. Elle dit pas de panique les loulous, le paddle et le pickleball ne sont pas des menaces, mais des compléments. C'est-à-dire qu'ils ne volent rien au tennis, mais ils attirent simplement un autre public. Des seniors, des enfants, des débutants qui n'auraient jamais osé franchir la porte d'un cours de tennis. Donc on pourrait considérer que ces sports ne concurrencent pas le tennis, ils complètent l'offre. Ils dynamisent les clubs et les rendent plus vivants, plus accessibles. Et parfois, ils font même revenir d'anciens joueurs de tennis, des gens qui avaient lâché le sport, usés par la compétition, lassés par les codes, et fatigués de ne pas progresser en revers, et qui retrouvent dans ces nouvelles disciplines une forme de plaisir qu'ils pensaient perdu. J'ai plus envie de les voir ensemble. Moi, tu vois, j'ai envie de voir du tennis et j'ai envie de voir du paddle. Et j'ai pas envie de voir le tennis décliner et le paddle passer devant. J'ai envie que les deux vraiment montent et continuent de monter et que ça soit, voilà, deux sports incroyables. Mais voilà, en tout cas, je pense vraiment pas du tout que c'est un effet mode, ce sport. Mais il y a une autre lecture, plus crue, plus inquiète. Et si ces sports n'étaient pas juste un ajout, mais une substitution lente? Et si, à force d'attirer tous ceux que le tennis ne séduit plus, ils devenaient le nouveau réflexe? Pas le plan B, mais le premier choix. Et si, demain, les clubs de tennis devenaient progressivement des clubs sans tennis? C'est cette bascule silencieuse qui inquiète, parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle s'infiltre, par l'usage, par le bouche à oreille, par le plaisir tout simplement. Et un jour, on se retourne et on constate que les cours et le public ne sont plus les mêmes, que la culture n'est plus la même. Après tout, qui aurait imaginé que le paddle dépasse le tennis en Espagne il y a encore 10 ans? Personne, et pourtant c'est arrivé. Et on parle de l'Espagne, avec une culture tennis qui est au max du max, portée par les légendes Bruguera, puis Ferrero, puis Nadal, puis Alcaraz. Donc la mutation est violente, non pas parce que le paddle a vaincu le tennis, mais parce qu'il a rempli un vide que le tennis ne voulait pas regarder. Donc c'est pas une guerre de prestige, c'est une guerre de terrain et de culture. Et aujourd'hui elle est en train de se jouer. Il y a une question plus profonde, plus inconfortable. Et si le vrai problème du tennis, c'était pas le paddle, ni le pickleball? Et si le problème du tennis venait de l'intérieur? Est-ce que le tennis ne serait pas devenu trop élitiste pour rivaliser avec cette vague populaire? Parce que oui, il faut le dire, le tennis c'est un sport qui coûte. Une raquette haut de gamme, c'est entre 150 et 250 euros. Des balles neuves, presque 10 euros la boîte pour quelques heures de jeu. Il faut une licence, des cotisations, des réservations, parfois même l'obligation de prendre des cours pour avoir accès à un terrain. Le tennis demande un investissement mental et financier conséquent, mais surtout, il demande du temps, de l'apprentissage, de la technique. C'est un sport où on échoue longtemps avant de commencer à prendre du plaisir. Et ça, dans un monde qui privilégie l'instantané, c'est un énorme problème. Alors vous allez me dire, oui, mais le paddle ça coûte aussi, il faut une raquette, des balles, il faut réserver. Peut-être, mais l'argument du temps d'apprivoisement pèse beaucoup trop lourd dans la balance. Dès la première partie, au paddle et au pickleball, on s'amuse. On n'a pas besoin de tout comprendre, juste de participer. Alors le tennis dans tout ça, que devient-il? On peut faire le parallèle avec le golf ou la Formule 1. Deux sports prestigieux, techniques et fascinants à regarder, mais deux sports fermés, difficiles à pratiquer et réservés à une élite. Des sports que l'on admire, mais auxquels on ne touche plus. Des sports qu'on consomme à distance. Et si le tennis était en train de glisser dans cette catégorie? Un sport qu'on regarde juste à la télé, qu'on vénère en grand chelem, qu'on commente entre passionnés, mais qu'on n'ose plus pratiquer. Alors faut-il paniquer? Bah peut-être pas, parce que le tennis reste un pilier, un sport structuré, mondial, institutionnel.
Il a traversé les guerres, les crises, les changements de surface, les révolutions de raquettes. Il a survécu à tout ça. Et vous savez quoi? Il survivra encore. Mais peut-on ignorer ce qui est en train de se passer là? Bah certainement pas. Parce que c'est pas juste un caprice, c'est pas une vague sur TikTok. C'est un déplacement beaucoup plus profond. C'est une réinvention du rapport au jeu, au sport, à l'engagement physique et à la convivialité. Et si le tennis ne regarde pas ça en face, c'est pas qu'il va disparaître, mais il s'isolera. Il perdra ce qui faisait sa vitalité. Ses pratiquants, son ancrage, sa culture. Donc le tennis n'a pas besoin de se trahir et de tout casser. Mais il doit bouger, il doit s'ouvrir, il doit rendre les clubs plus accueillants, moins rigides, moins élitistes. Il doit repenser ses formats pour intégrer plus de jeux, plus de plaisir, dès les premiers échanges. Il doit arrêter de tout miser sur la compétition, sur les classements, sur les fiches de match. Il faut valoriser le tennis loisir comme un sport de bien-être, de rencontre et de découverte. Il faut s'inspirer du paddle, du pickleball, pas pour les copier, mais pour réapprendre ce qu'ils ont compris. Le jeu doit être immédiat, simple, accessible. Et surtout, le tennis doit parler au nouveau public, aux jeunes, aux femmes, aux seniors, à ceux qui ne savent pas encore qu'ils pourraient l'aimer, s'ils leur laissent une vraie chance. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du paddle et du pickleball? Est-ce qu'ils sont un complément ou alors des futurs dominants? Est-ce que vous pensez que ces sports vont continuer à grandir jusqu'à éclipser le tennis dans les clubs? Dites-nous tout en commentaire. Et si vous voulez comprendre d'où vient vraiment le tennis, ce qu'il a traversé et comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui, on vous raconte tout dans cette vidéo. Ciao!